18h15, 19h, le dimanche, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur Rhône FM. Gagner, gagner et encore gagner, le FC Sion ne sait faire que ça, et de plusieurs manières en plus. Moins de maîtrise vendredi à Vaduz, mais une combativité de tous les instants. On en parle en ouverture de cette émission. On ouvrira ensuite une grande page ski alpin pour revenir sur les épreuves de Crans-Montana et aussi sur toutes les polémiques qui ont rythmé le week-end. Et puis ensuite on parlera freeride avec les événements qui se multiplient du côté de Ninda. Football, ski alpin et freeride, c'est le menu de Zone Mixte jusqu'à 19h sur Rhône FM. Les dimanches se suivent et se ressemblent. Une nouvelle fois, on va débriefer une victoire du FC Sion avec le grand retour de notre ami Yves Bourdin. Salut Yves. Salut Hugo et bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Ça faisait un petit moment dans Zone Mixte, même si tu étais aux commentaires ces dernières semaines à Tourbillon. Quoi qu'il en soit, à la maison comme à l'extérieur, les Cédunois gagnent et gagnent encore. 2-1 vendredi à Vaduz. La série se poursuit. Oui, très bonne série, très bon début d'année pour le FC Sion. On n'y a pas toujours cru vendredi à Vaduz, mais au final, ce qui compte, c'est les 3 points et Sion qui maintient ses 4 points d'avance sur Thun. Donc encore une fois, bravo et bien joué. Première mi-temps, très compliqué. Ça a été relevé par Didier Tolo et aussi par le capitaine Reto Ziegler. Ouais, 20 minutes, très compliqué avec un FC Vaduz plus incisif, plus agressif, plus vertical que le FC Sion. Le FC Sion un petit peu en retrait. Et il y a eu Fayoulou une ou deux fois, un poteau et but contre son camp de Kabakalman. Mais après cette 22e minute où le FC Sion encaissait, le FC Vaduz a, je dirais, naturellement un peu plus reculé. On a vu pendant une mi-temps plus les 25 minutes qu'une seule équipe sur le terrain, c'était le FC Sion. Ça sentait le piège. Didier Tolo nous avait presque préparé à voir le FC Sion perdre des plumes ou des points avec Vaduz qui a changé d'entraîneur, qui avait une autre mentalité. Le piège a été évité de belle manière. Ouais, match piège, tu le dis bien. Marc Schneider qui a été nommé le mercredi avant, donc 2 jours avant le match. Donc la préparation, c'est compliqué pour Tolo et son staff de préparer contre une équipe. On ne sait pas les joueurs, la formation. Donc ça sentait vraiment la peau de banane et on n'en était pas loin. Mais ce qui est très positif, c'est que malgré les circonstances, malgré que le FC Sion était un petit peu en deçà, au final, on finira quand même avec les 3 points. Et ce match doit servir d'avertissement aux 11 Valaisans. Si on n'est pas à 100 ou 120%, ça va pas le faire et il y aura des accidents. On va parler du 11 et du détail dans quelques instants. Avant cela, l'absence de Bouchlarem, ça s'est vu, ça s'est senti. Il a quand même une influence dans le jeu et dans ses relations qu'il peut avoir avec Sorgic, avec Chouarev par exemple. Ouais, surtout le Bouchlarem de début de la saison, il a été plusieurs fois décisif en ce début d'année plutôt. Là, j'étais curieux et content de voir Rousseff sur le terrain. Alors, Rousseff, à l'image de ses coéquipiers à la première mi-temps, n'a pas été transcendant, donc c'est quand même une petite déception. D'ailleurs, il est sorti à la mi-temps. Berdeyes, toujours à son image, plein de bonne volonté. Vraiment, il va de l'avant avec le ballon, mais encore un petit peu trop de déchets techniques malheureusement. Et les ailiers n'étaient pas vraiment, on va dire, au niveau de la première mi-temps, comme le reste de l'équipe d'ailleurs. Et les changements de Didier Tolo ont vraiment fait la différence en deuxième mi-temps. Avec un 11 du coup un petit peu remanié, toujours la même colonne vertébrale, on va dire comme ça, Fayoulou dans les cages, Schmid, Ziegler, le retour de Niasefti, Noumala Vanchi, ensuite Kabakalman et Bua à mi-terrain avec Chouarev en soutien de Sorgic. Et puis on a eu du coup 2 nouveautés, Rousseff, tu viens d'en parler en titulaire, et Théo Berdeyes qui pour moi, et je l'ai dit aux commentaires, a été vraiment l'un des plus brouillons en tout cas sur la première période. Oui, entièrement d'accord, mais c'est je ne veux pas dire que le brouillon c'est son style, mais c'est un peu à ce qui nous habitue Berdeyes. Repli défensif toujours un petit peu moyen quand même. Et puis quand il faut faire la différence, quand il faut pousser le ballon, ça manque de justesse technique et c'est dommage. Mais c'est un jeune joueur qui est en contrat jusqu'en 2027 avec le FC Sion, donc il doit progresser là-dessus pour vraiment faire la différence. Berdeyes qui pensait avoir réduit le score juste avant la mi-temps, mais le but a été justement annulé pour hors-jeu. Mais je te rejoins sur le fait qu'il est un peu trop brouillon sur son aile. Rousseff, titulaire, une bonne heure de jeu, et on a l'impression aussi que malgré les changements de couloir qu'il a pu opérer avec Berdeyes, c'était l'un des joueurs les plus avenants durant cette heure de jeu. Ouais, on sent, contrairement, tu dis Berdeyes un peu brouillon, Rousseff, on sent qu'il a du football, il respire le football, ce joueur, dans le positionnement, dans les enchaînements aussi, dans les prises de balles, au niveau du contact, au niveau de l'engagement, il est pour moi un petit ton au-dessus quand même. Après, ça faut du rythme. Il faut aussi qu'il trouve ses automatismes avec ses coéquipiers, notamment avec Lavanchi quand il joue du côté droit. Et je pense que dans quelques semaines, ça peut faire très très mal là sur son côté Rousseff. Et il est au niveau de l'attitude, il est vraiment très très positif. Il l'encourage, il parle et il est toujours
on a l'impression motivés pour aller récupérer les ballons d'une fois que le ballon est perdu. Et ça, c'est une très bonne attitude que j'aime bien voir sur le terrain. Deuxième mi-temps totalement différente, avec un chantier opéré par Didier Tolo qui a vraiment changé les joueurs et les lignes tout au long de la deuxième période pour faire basculer la chose. Souza a terminé le match latéral droit. Projection offensive affirmée de Reto Ziegler et de Joel Schmidt qui a été remplacé sur la fin par Zagré. Voilà, il a fallu toute la palette aussi de Didier Tolo pour faire changer la situation. Oui, déjà, on a changé un petit peu les ailiers, déjà très tôt dans le match. Ensuite, c'est surtout l'attitude et la conviction du FC Sion qui a changé en deuxième mi-temps. Et peut-être que Vaduz, trop frileux, voulant absolument conserver son but d'avance, ils l'ont payé cash. Tout comme un certain 10 novembre à Tourbillon où les joueurs de Vaduz ont pris 2 buts à la 90e et 93e. Là, scénario identique, incroyable. Mais le FC Sion n'a jamais lâché parce que les occasions nettes se sont enchaînées. Il y a Bua qui a touché la transversale. Il y a Berdéès en début de deuxième mi-temps qui met une cacahuète à quelques centimètres de la latte. C'était un but incroyable si ça rentrait. Il y a eu Chouaref, il y a eu Zorgic à plusieurs reprises. On a un Buchel, le gardien de Vaduz, qui a fait un match absolument incroyable. Et le FC Sion, il mérite d'y croire jusqu'à la fin. Et pour moi, le match winner, Hugo, oui, c'est Zorgic parce qu'il met 2 buts, mais c'est Tolo. Pourquoi Tolo ? Parce qu'à la 82e, qu'est-ce qu'il nous fait, Didier Tolo ? Il nous sort Schmid. Il fait passer Lavanchy dans l'axe de la défense pour jouer à 3 derrière et il met Zagré devant. 82e, on enlève un défenseur, on met un attaquant. 86e, on marque le 1-1 et 94e, on marque le 2-1. Et une petite anecdote aussi, j'ai pas eu la chance d'être une Rennes Park comme toi, Hugo. Ouais. Donc, de toute façon, j'aurais pas pu la voir parce que je la connais cette anecdote, mais moi j'étais de l'autre côté, les bancs de touche sont en face. Alors t'aurais pas pu la voir, effectivement, mais je l'ai dit quand même aux auditeurs. À la télé, ça s'est très bien vu. Après le 1-1, il y a Tolo qui appelle Ziegler et lui dit Reto, faut jouer. Donc message pour son capitaine, les gars, le 1-1, il n'est pas suffisant et il y a la place pour mettre le deuxième. Et c'est l'attitude aussi des joueurs sur le terrain, mais l'attitude des joueurs sur le terrain, c'est le reflet de l'attitude de l'entraîneur. Et l'attitude de Didier Tolo, ce qu'il a su transmettre à ses joueurs et ce qu'il a fait effectivement dans le coaching, pour moi, c'est magnifique, c'est parfait, c'est 2-1, c'est grâce à Tolo aussi. Comme à Zorgic qui nous met un doublé en fin de match. Justement, Zorgic qui traverse le match de manière pénible, il reçoit peu de ballons, mais ensuite, sur les dernières 20 minutes, il existe un peu plus. Avec le ballon, bien sûr, parce qu'on sait qu'il fournit un travail incroyable, quoi qu'il en soit. Ouais, Zorgic... il faut aussi que son équipe ait le ballon, puis qu'il ait les bons ballons pour être vraiment bien devant le but. En première mi-temps, le FC Sion a été très brouillon. Zorgic a eu que peu vraiment d'occasions. En deuxième mi-temps, il a eu 3, 4, 5 occasions, il en met 2. Et puis, il faut noter, je reviens sur Tolo, les 2 passeurs, c'est Chipperfield et Souza, 2 remplaçants qui viennent du banc. Donc, les match winners ont été là. Mais 2 fois, il sent bien la chose, Zorgic. Il y a un ballon dévié, remise de la tête pour Chipperfield. Il est au bon endroit, dos au but. Un tir en pivot plein de conviction. C'est un numéro 9 par excellence. Là, il se retourne, il tire ses goals. Et sur la dernière action du match, le pied ouvert de Souza qui enroule son centre dans la course, appel de balle au premier poteau de Zorgic. On dit souvent en foot, premier poteau, premier service. Zorgic, tête décroisée, Buchel la touche, mais cette fois pas assez pour mettre le ballon au fond. Voilà, il a peut-être fait une première mi-temps un petit peu en deçà, comme l'ensemble de ses coéquipiers, mais la deuxième mi-temps de Zorgic, pour moi, était très très bonne. Un retournement de situation spectaculaire. Ces victoires, elles forgent aussi une trajectoire, j'ai envie de dire. C'est l'étoffe du champion, on peut le sentir comme ça. Oui, Daniel Romano disait sur Blue à la TV, après après que le session ait encaissé ce premier but, c'est là qu'on va voir vraiment qui est ce FC Sion, quelle équipe c'est. Et puis, on n'a rien lâché côté c'est du noir. On peut utiliser des mots qu'on utilise souvent. Le FC Sion a du cœur, de la solidarité, de l'envie, esprit d'équipe, mais c'est tout ça à la fois. Et je pense que le groupe est déjà bien forgé parce que c'est le résultat d'une atmosphère, le résultat d'une attitude de gagner un match comme ça, mais ça lie encore un petit peu plus les gars sur le terrain. Et ce FC Sion, maintenant, on le sent bien, est en mission. Le championnat est encore long, il y aura des suspendus, il y aura des blessés, il y aura des coups durs, il y aura des erreurs, il y aura des problèmes. Mais si on a cette attitude et cet esprit d'équipe, on peut renverser des montagnes. Et avec Toon qui carbure aussi sur les talons du FC Sion au classement, on aura besoin de cette attitude-là. Et ce qu'on a vu vendredi, oui, ça forge le futur, mais c'est aussi le résultat du passé et puis de ce que Didier Tolo construit depuis le début de la saison. Et ce groupe, il est soudé et il peut compter sur 2 joueurs
deux valeurs ajoutées, j'ai envie de dire, Yann Krönig et Georgi Rousseff sur ce mercato qui s'est terminé officiellement en milieu de semaine passée. Oui, alors Krönig qu'on a découvert aussi en poste de latéral la semaine dernière à Tourbillon, qui a fait un match contre Baden assez propre, sans trop de risques, mais en face Baden, on a senti c'était vraiment en dessous au niveau du niveau. Donc le retour à la maison d'un Valaisan, forcément, c'est une très bonne nouvelle. On prépare aussi sans doute l'après Ziegler. Ziegler, voilà, comme tout le monde, prend un peu d'âge. Et s'il y a retour en Super League, est-ce que Ziegler sera toujours là, sera toujours sur le terrain, sera toujours le capitaine, sera toujours titulaire? J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, il faut des cartouches derrière. Schmid s'établit comme un pilier de la défense. Donc là, Krönig peut être un candidat derrière, comme Richard, Gilles Richard aussi, qui a fait des bonnes rentrées. Après, on sait que la Super League, c'est un niveau au-dessus. Et puis Rousseff, voilà, international bulgare. Là, on prépare peut-être aussi la Super League. C'est un joueur, quand il sera en condition, s'il arrive à bien s'intégrer, il va pouvoir faire mal aussi en Super League. Donc, on attendait aussi un nouvel attaquant. Non, c'est un défenseur qui arrive. Voilà, Junior Ntenda, en prêt de la Juventus. Mais c'est vrai que cet attaquant n'est jamais venu. Un mal pour un bien, parce que Stéphane Grichting, il y a 2 semaines, disait le mercato est réussi déjà pour le FC Sion, c'est d'avoir gardé ses principaux atouts et d'avoir fait le ménage. Oui, faire le ménage, parce que les indésirables, pour les appeler comme ça, sont plus là. Donc déjà, ça c'est pour l'esprit, la vie d'équipe, etc. C'est déjà bien, parce qu'on va pouvoir se concentrer sur un groupe de personnes motivées et de joueurs qui en veulent. Et ça déjà, c'est un mercato réussi. Je rejoins Stéphane Grichting. Ensuite, si par mégarde ou par malheur Zorgic venait à se blesser, on voit vendredi à Vaduz, je sais pas qui peut sortir du banc. Rousseff peut jouer en neuf, on a Zagré, etc. Mais voilà, un deuxième Zorgic aurait fait vraiment du bien. Malheureusement, ça s'est pas fait. Espérons qu'on le paye pas. Comme on l'a un petit peu payé, Hugo, en fin d'année, le FC Sion a enchaîné les matchs nuls aussi par manche de fraîcheur du 11 de Dietolo, et Zorgic qui trotte comme un lapin pendant 90 minutes. Au bout d'un moment, ça se ressent aussi dans ses performances, et puis être relayé de temps en temps dans des bouts de match, ça peut être vraiment très très utile. Voilà, faudra faire sans, malheureusement. Il y a quand même 2 choses à retenir. Didier Tolo le voulait, ce profil, pour remplacer ou pour donner un petit peu de répit à Dejan Zorgic. Par contre, le FC Sion ne s'est pas embarqué dans un transfert hasardeux comme il avait pu le faire par le passé. On n'a pas pris quelqu'un pour prendre. Un dernier mot avec toi, Yves Bourdin, avant de se quitter, avant de refermer cette page football. Une jolie séquence là pour le FC Sion. Déplacement à Chafouz, c'est jamais évident. Et ensuite la réception d'IB en coupe, puis celle de Bellinzone. Il y a vraiment 2 nouvelles semaines à très bien gérer. Ouais, après, faut que le FC Sion se concentre sur ses bons objectifs. L'objectif, c'est absolument le championnat. IB, ça sera un match de gala, ça sera la cerise sur le gâteau. Puis je rejoins Johan Lonfa dimanche passé à ce même micro qui a dit l'erreur du FC Sion, ça serait de se concentrer, de penser déjà un petit peu trop tôt à IB. Je le rejoins à 100%. Focus absolument sur Chafouz et après match de gala. Et le FC Sion n'aura rien à perdre ce 29 février à Tourbillon pour recevoir le champion à titre. Mais si on fait les 3 points à Chafouz, il faudra le jouer à fond vendredi passé et pas penser au match de coupe. Mais il y a de beaux matchs qui viennent pour le FC Sion. Ça sera encore long, mais voilà, on y croit, c'est bien parti et on serre les pouces. Ouais, et puis si ça se passe mal contre IB, on mettra ça sur le compte du 29 février, ce fameux jour qui n'existe pas. Merci beaucoup Yves, on se retrouve bientôt au micro de Rhône FM. Quel week-end à Crans-Montana, 3 courses, des podiums helvétiques, des polémiques sur la piste et une tempête sur les mondiaux 2027. Ils ne sont pas trop de 2 pour évoquer tout cela, les 2 journalistes et cofondateurs du média Ski Actu, Johan Tachet et Laurent Morel. Bonsoir messieurs. Salut Hugo. En synchro en plus. Ouais, toujours. Un mot d'abord sur la petite bombe lâchée par la FIS vendredi soir. Est-ce qu'on peut rappeler le contexte, Laurent Morel, cette FIS qui dit que les garanties financières des mondiaux ne sont pas au rendez-vous et qu'elle menacerait de les retirer à Crans-Montana et à Swiss-Ski? Ouais, c'est très compliqué, c'est surtout très politique comme situation. D'un côté, on a Swiss-Ski et l'organisation des championnats du monde qui nous dit que les garanties ont été assurées comme c'était le cas, comme c'était prévu, en tout cas comme c'était demandé. D'un autre côté, on a la FIS qui dit que c'est pas le cas et que elle du coup n'est pas d'accord de signer un contrat avec les organisateurs. Voilà, il y a un petit peu tout le monde qui tire la couverture à soi. Il y a un petit peu de guerre personnelle aussi entre certains présidents de fédérations, qu'elles soient internationales ou suisses, on va dire. Et puis il y a Crans-Montana là au milieu qui se retrouve sans forcément
être directement concerné par cette situation, j'ai l'impression. Patrice Morisot, le chef de piste, mais qui connaît très bien le ski alpin, a résumé aussi cette situation en disant que c'était plutôt une guéguerre entre Johan Eliasch, le président de la FIS, et Urs Lehmann, le président de Swisski. Qu'est-ce qu'on retient, Johan Tachet, de cette séquence ? C'est que le contrat est toujours pas signé, c'est que depuis 2 ans, l'attribution de ces mondiaux, il n'y a pas beaucoup d'étapes qui ont été avancées sur ce plan concret-là. C'est une première parce qu'à l'époque, le contrat, on le signait dès qu'on avait les championnats du monde. Et avant, c'était sous Gianfranco Casper, qui était le président de la FIS. Et depuis que Johan Eliasch est à la tête de la Fédération internationale de ski, c'est un peu le chenil, on va dire. Et il choisit un peu de faire comme lui veut bien le faire, sans forcément prendre en considération tous les autres acteurs et les autres parties prenantes du ski mondial. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation avec cet imbroglio entre Swisski, entre la FIS et puis surtout entre les 2 présidents de la FIS et de Swisski. Incompréhension, à quand et quel délai on peut attendre une résolution de ce conflit de personnes d'abord et ensuite de régler vraiment les affaires qui doivent être réglées? Alors, du conflit, je pense qu'il n'y aura jamais de véritable résolution. Après, tout le monde doit se rencontrer demain. C'est ce qu'on a appris à Crans-Montana ce week-end. Il y a une réunion demain en début d'après-midi qui est prévue pour essayer de résoudre ça au plus vite. Après, pour donner un véritable délai, franchement, j'en suis complètement incapable. Ça fait 2 ans qu'on attend quelque chose. Alors, je ne peux pas t'assurer avec certitude que dans les semaines à venir, il y aura une solution qui va être trouvée non plus. On a quand même eu du ski à Crans-Montana. Johan Tachet, victoire aujourd'hui de Stéphanie Vénier devant les Italiennes Brignone et Marta Bassino, les Italiennes qui se plaisent particulièrement à Crans-Montana. Mais c'est chaque année pareil, hein. C'est la Squadra Azzurra Forza à Crans-Montana. Non, voilà, il y a eu Stéphanie Vénier aujourd'hui qui est venue mettre son grain de sel là au milieu. Mais chaque année, c'est pareil, les Italiennes, elles sont performantes. Surtout Federica Brignone, 9 podiums maintenant à Crans-Montana. C'est sa 2e maison, elle le dit elle-même, qu'elle a toujours adoré skier là-haut. Voilà, pas de succès aujourd'hui, mais c'était de très belles courses. C'était quand même la fête. On l'a aussi relevé avec, dans les 2 descentes des podiums, une victoire et une 3e place pour Lara Goudberami qui, malgré tout ce qu'elle peut dire sur les énergies, sur les sollicitations, reste au top. Ouais, elle est dans la forme de sa vie, Lara, ça c'est clair. Elle fait jouer toute son expérience pour pouvoir donner son meilleur ski le jour où il faut donner son meilleur ski. Alors oui, aujourd'hui, elle était un petit peu fatiguée, c'était un petit peu plus compliqué, mais je crois que là, elle file tout droit vers un 2e gros globe de cristal. Et puis, il y en aura probablement 1, 2, voire 3 autres dans les disciplines. Et ça, franchement, je crois qu'on doit avoir beaucoup de respect pour ça. Surtout qu'elle a le sourire. Elle a vraiment beaucoup le sourire et beaucoup plus que ce qu'on avait vu ces dernières années. Ça fait vraiment plaisir à ce niveau-là. Justement, vous la suivez régulièrement. Elle participe, même si elle se plaint parfois, à tout le reste, aux distributions des dossards, à l'aspect festif de différentes étapes de Coupe du Monde. Elle y va peut-être à reculons, mais elle y va quand même. Elle y va. Mais c'est vrai que c'est le plus souvent, c'est à reculons. Sur certaines étapes, c'est le responsable de Swisski, responsable communication de Swisski, Guillaume Criac, qui doit aller à sa place. Mais oui, évidemment, elle sait que ça fait partie du job, elle doit le faire, mais elle le confie en conférence de presse, elle nous l'a confié l'autre jour, mais que ça lui prenait énormément d'énergie, qu'elle avait peu de temps pour elle, pour se reposer, pour se ressourcer. Hier, elle a vomi avant la course. C'est quand même un signe de fatigue, qu'elle est quand même pas dans les meilleures dispositions, mais qu'elle fait de son mieux pour tenir le coup. Il y a l'enchaînement des courses, le calendrier qui est pas des mieux agendés cet hiver. Il faut faire avec, mais elle le fait bien. Et puis, du coup, elle reste au top. C'est un modèle de gestion de carrière. Ouais, c'est complètement un modèle. Ça, c'est certain. Enfin, en tout cas, c'est un exemple pour beaucoup de monde, même si elle a vraiment une façon de fonctionner un petit peu différente de tout le monde. Elle est toujours entraînée par son père, notamment, pas que, mais notamment. Et puis, elle skie un petit peu différemment, mais elle mise beaucoup sur son expérience. Elle sait aussi aller jusqu'à ses limites, mais sans les dépasser. On a vu énormément de skieuses blessées. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Johan sur le fait que le calendrier est mal agendé. Il y a certaines choses qui pourraient peut-être être mieux faites, mais dans l'ensemble, c'est pas si mal que ça. Et les filles demandent à skier aussi au maximum. On a des pistes pour skier, donc c'était pas un scandale d'avoir 3 courses pour moi ce week-end par exemple. Et puis voilà, elle gère. Aujourd'hui c'était plus compliqué parce qu'elle était fatiguée, mais elle gère. Et ça, franchement, c'est très fort la gestion qu'elle arrive à avoir dans sa fin de carrière, on va dire. C'est très bien. Si vous avez des désaccords, c'est signe que le couple est sain. C'est ça. On en a souvent. Johan, un mot sur les autres Suissesses. Voilà, Michel Guizine qui était là pour se reconstruire. Et puis c'est vrai qu'en l'absence de Corinne Souter, Johanna Hellen, cette équipe de vitesse, elle a un peu moins de lustre, on va dire.
Oui, Corinne Souter aussi. Je crois que je l'ai cité. Ouais, bah oui, effectivement, là c'est un peu délicat. Les autres Suisses, je suis pas sûr qu'il y en a une qui est terminée dans le top 10 à Crans-Montana. Pourtant, normalement, c'est une piste qui leur convient bien, un peu aux outsiders de notre équipe. Bah, voilà, c'est une année comme ça. Michel, on pouvait pas en attendre davantage, sachant qu'elle revenait de sa grosse chute à Cortina d'Ampezzo. Il fallait passer ce blocage mental aussi de revenir en vitesse. Elle l'a fait, c'était très bien. Après, on revient toujours à cette même problématique de la relève dans l'équipe de vitesse féminine. Il y a Mallory Blanc. Malheureusement, sa blessure est arrivée. Et voilà, on attend que ça arrive par derrière. Et on lui souhaite aussi une bonne récupération. Mallory Blanc, c'est vrai qu'on a déjà évoqué sa situation. Messieurs, vous avez donc fondé un média sur le ski. Est-ce que vous aviez déjà vécu une saison pareille avec cette cascade d'annulations et puis aussi toutes les polémiques? C'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a pas une semaine sans qu'on trouve à redire sur le calendrier, sur les dirigeants, etc. Oui, alors depuis l'arrivée de Johan Eliasch à la tête de la FIS, il y a quand même passablement de polémiques et pas que cet hiver. Il veut faire avancer les choses et ça, c'est une très très bonne chose. Je crois que tout le monde en était convaincu lorsqu'il a été élu à la présidence de la FIS. Il y a besoin de changement, de toute façon. Je crois que c'est assez clair, de par le changement climatique, de par plein de raisons. Et le changement, il faut qu'il se fasse. Par contre, on n'est pas certain, et ça, on est d'accord, Johan, là-dessus, que ce soit de la bonne manière que ça se fait jusqu'à maintenant. Donc c'est une affaire de méthode, d'imposer par le haut. Ça passe pas au niveau des organisateurs de courses, voire des organisateurs de classiques qui se sentent presque plus forts que la FIS. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un homme tout seul qui dirige depuis en haut et puis qui impose ses idées. Typiquement, on va prendre l'exemple de Zermatt. Zermatt, à la base, il ne devait pas organiser des courses de Coupe du Monde, pas cette année, mais l'année d'avant. On a vraiment obligé Zermatt à mettre sur pied ses premières courses à l'automne 2022. Sans passer par la case organisation d'une course de Coupe d'Europe, voilà, qui est une espèce de galop d'essai normalement. Voilà. Donc ça met tout le monde un peu en difficulté parce qu'on doit répondre aux exigences des hautes sphères de la FIS. Et voilà, on se retrouve emprunté. On essaie chaque fois de faire un maximum pour satisfaire tout le monde. Et on se retrouve dans des compromis qui sont un peu délicats. On part aux États-Unis, là, au milieu du calendrier, ça ne favorise pas tout le monde. On n'a plus de courses de vitesse à partir de maintenant jusqu'au final. Il y a vraiment des décisions qui sont très étranges et puis vraiment qui sont prises unilatéralement. Du changement, oui, mais comment? T'as envie de dire, Michel Guizine, qu'on a aussi croisé du côté de Cervinia quand les courses avaient été annulées, parlait d'une refonte complète, même de la manière de penser le calendrier, avec des épreuves, par exemple, qui pourraient compter plus que d'autres, à l'image de ce qui se fait dans le tennis avec les grands chelems et les masters. Ouais, je pense que ça, c'est clairement une idée à retenir parce que c'est important de donner de la valeur à certaines courses, de permettre aussi des impasses à certains athlètes, à certaines skieuses, parce qu'il y a des fois où ça peut être trop chargé. Mais il y a besoin de ces courses, on a besoin de ces courses. La saison hivernale est courte, même si on la prolongeait jusqu'au mois d'avril, ce serait toujours que 3 ou 4 mois quand on compare à d'autres sports. Je veux dire, il faut aussi relativiser, c'est quand même beaucoup plus court que d'autres sports. Donc, oui, il y a une refonte à avoir, il y a des réflexions à avoir, et d'ailleurs, il y en a. Ça, il y a vraiment des discussions maintenant. Encore ce week-end, à Kvitfjell, il y a apparemment eu passablement de discussions entre certains athlètes et entre la FIS. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a un dialogue. Après, est-ce que ça va mener à quelque chose? Ça reste une grande question. Justement, les athlètes, est-ce qu'ils ont leur mot à dire, Johan Taché? Alors, ils aimeraient, mais ils n'ont pas toujours les bonnes solutions, voilà, non plus, l'occasion de s'exprimer. Après, il existe un conseil des athlètes qui se réunit, ils discutent souvent avec la FIS. Après, on en revient à ce qu'on disait avant, c'est que même le patron de la Coupe du Monde masculine ou féminine se retrouve pieds et moins liés, vis-à-vis de la haute hiérarchie. Et c'est ça le problème. Les athlètes, au final, tout ce qu'ils peuvent faire actuellement, c'est passer leurs mots par les médias. Ouais. Nous, on essaye de le transcrire comme on peut, mais voilà. Après, il n'y a pas forcément un écho qui se fait beaucoup plus haut. Et il n'y a pas une bonne solution, du coup. Non, alors de toute façon, ça c'est sûr. Il n'y a pas une bonne solution. Sinon, je pense que de toute façon, la FIS aurait quand même essayé de l'apprendre. Je veux dire, il y a quand même des personnes qui réfléchissent et qui essayent de trouver des solutions à cela. Il n'y a pas d'unique vraie bonne solution. Il y en a plusieurs. Il faut tester les choses. Il faut continuer d'aller de l'avant. Il faut adapter les calendriers. Il faut adapter les courses, adapter les formats. Il faut faire évoluer ce sport qui est un sport
qui n'a pas forcément beaucoup évolué au fil des années ces derniers temps. Il faut le faire évoluer. Écoutez les athlètes, écoutez les personnes qui sont vraiment sur le terrain. C'est ça surtout. C'est surtout ça. Le gros problème, c'est que ce n'est pas forcément les personnes qui sont sur le terrain, qui sont sur les pistes, qui font les pistes, qui les skient, qui peuvent avoir leur mot à dire. Et ça, oui, c'est un vrai problème. Et est-ce qu'on doit s'inquiéter pour l'avenir du ski, Yoann Tachet, parce que ça aussi, vous le thématisez souvent dans votre média, le changement climatique. Voilà, 2027, Crans-Montana, 2 semaines de mondiaux. Au vu de ce qu'on a vu ces dernières éditions, on peut se poser la question, est-ce que c'est viable ? Alors le ski est viable, mais comment ? C'est ça la question. On va arriver à un certain moment, on va pas plus pouvoir faire des courses sous une certaine altitude. Les courses à Chamonix, on est quoi, à 900 mètres à Chamonix ? Ouais, 800-900 mètres, je pense qu'on n'aura plus de descente à Chamonix, on est bien d'accord. Il faut oublier de temps en temps peut-être un slalom, mais et encore. En Autriche, il y a certaines stations, c'est un peu pareil. Aujourd'hui, la solution, c'est aussi, on revient encore une fois à l'histoire du calendrier, c'est vraiment de pouvoir agender comme il faut. On peut faire des courses en décembre, en janvier, en Europe, et ensuite vraiment aller en Scandinavie pour terminer la saison. Il y a ça, oui, et il y a aussi la manière de skier des athlètes. Je pense maintenant qu'il faut aussi accepter de skier sur une piste qui n'est pas forcément une patinoire. C'est compliqué. Crans-Montana, on en est vraiment habitué, mais on a vu des superbes courses ce week-end avec un travail extraordinaire des organisateurs pour préparer des pistes qui ont tenu le coup. Mais voilà, c'est des athlètes, ils doivent aussi accepter de skier sur ces pistes qui sont plus molles parce que on tend vers ça ces prochaines années. C'est certain que la neige ne sera pas forcément la même et ce ne sera pas toujours des conditions parfaites. Et oui, c'est plus dangereux, certes, mais il faut faire avec, il faut apprendre à skier avec ça. Peut-être aussi des travaux sur le matériel qui doivent être effectués ces prochaines années. Ouais. C'est vrai qu'il y a des billards un peu partout. On a peut-être pris l'habitude de voir ces skieuses et ces skieurs skier sur des revêtements hyper durs. Et puis quand on voit des images d'archives, je pense à Roland Colombin ou à Pierre Elles n'étaient pas aussi bien préparées à l'époque. Voilà, c'était vraiment des champs de patates. Ça ne les empêchait pas de faire de belles performances. C'était très intéressant. Merci beaucoup une nouvelle fois, messieurs. Laurent Morel, Yoann Tachet. Yoann, on te garde pour la partie suivante puisqu'on va rester sur la neige. On va parler de freeride. Bonne soirée, messieurs. Merci Hugo. Bon anniversaire, Rhône. Hein. Ah oui, bon anniversaire, en effet. On aura l'occasion d'en reparler. Nanda Freeride, ça vous parle? On ne les a pas tous comptés, mais il y a des événements organisés presque chaque week-end à Nanda. Junior, Qualifier, 1 étoile, 2, 3, 4 étoiles. L'antichambre du Freeride World Tour se compose d'une multitude de compétitions. Et pour nous aider à y voir plus clair, Cyril Lanfranchi est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et Yoann Tachet de Ski Actu est aussi resté avec nous pour parler Freeride. Rebonsoir, Yoann. Toujours présent. Oui. Cyril Lanfranchi, déjà, comment est née la Nanda Freeride et comment elle s'est ensuite déclinée en de multiples événements? C'est né en fait d'une volonté, quand on était en phase de montagne assez incroyable du côté de Nanda, de se dire tiens, pourquoi est-ce qu'on ne lancerait pas un petit événement de ce côté-là. Moi, je faisais des compétitions amateurs à l'époque, il y avait un tout autre niveau, à dire 18 ans en arrière, là, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Maintenant, il y a vraiment un niveau qui est très très impressionnant. Mais du coup, il y avait déjà cette volonté de dire voilà, on a les montagnes, on a le terrain de jeu. Et puis on s'est dit pourquoi pas commencer. Et ça a commencé tout petit avec une toute petite compétition, une 60aine d'athlètes. Et maintenant ça a vraiment grandi avec des événements durant quasiment tout l'hiver. Ouais. Donc c'est vraiment le Mongon et le terrain de jeu qui a amené la station à se mobiliser pour offrir autant de variantes. Ouais, exactement, parce qu'en fait c'est pas évident. On a vraiment la chance à Nanda d'avoir des faces qui sont vraiment bien orientées, des faces nord. Donc, vous parlez du Mongon, il y a aussi la dent de Nanda qui se prête vraiment bien. C'est des faces qui sont nord, qui sont assez hauts. On est à plus de... Le Mongon, on est aux 2800 mètres d'altitude, 2004 pour la dent de Nanda. Donc c'est des montagnes qui se prêtent pour faire ce genre d'événement. Il n'y en a pas tant que ça en Valais ou en Suisse de manière générale. Et du coup, c'est vrai qu'on avait ce terrain de jeu et on s'est dit on démarre. Ouais. Il faut de la sécurité, il faut du minage, il faut checker les faces pour utiliser du vocabulaire de freeride. Ça mobilise combien de personnes pour mettre sur pied non pas un événement, mais plein sur un mois et demi quasiment? Oui, en fait, il y a 9 événements entre le 8 janvier et le 1er avril cette année. Donc, en fait, c'est 2 mois et demi. Il m'en manquait un. Quasiment tout l'hiver maintenant. Et en fait, on a une vingtaine de personnes dans le comité d'organisation. Et puis sur les événements, on est environ 100, 130, 140. Avec toute une partie, alors oui, sécurité, responsable vidéo, photo. On a un live qu'on fait d'habitude sur la 4 étoiles, on l'a fait sur le backcountry cette année. Donc oui, c'est pas mal de personnes. C'est une grande partie bénévolat, on a tous un métier à côté. Et par contre, on engage aussi vraiment des professionnels pour certaines parties très techniques. Quoi. Yoann, on peut le dire, on présente souvent Verbier comme la capitale du freeride, mais avec tous ces événements, Nanda s'impose dans le milieu.
Ouais, Nanda, c'est le petit frère de Verbier qui est là, qui n'aspire pas forcément à grandir, parce qu'il me semble que vous êtes bien comme vous l'êtes, mais chaque fois, moi j'ai l'impression que Nanda a un potentiel pour être une étape du Freeride World Tour, mais voilà, vous êtes la plus grande des petites étapes, et il y a toujours ce côté convivial, il y a une superbe ambiance. Après, les athlètes, ils s'éclatent à chaque fois. Il y a sa nouvelle compétition, il y a fait un petit moment avec le Backcountry Invitational qui réunit les meilleurs athlètes de freeride et de freestyle qui viennent chaque année à Nanda. Et franchement, ça fait plaisir de voir aussi que Nanda pèse dans le game du freeride. Et le Freeride World Tour, ça c'est vraiment l'organisme qui chapeaute toutes ces compétitions de freeride. Quelles sont vos relations avec ? On s'entend très bien avec eux. En fait, on organise, à part le Backcountry, qui est un événement vraiment privé qu'on fait nous, c'est plus sur l'invitation, c'est plus en show en fait, on invite les meilleurs riders. Sinon, les autres sont, et puis l'événement FI qu'on commence cette année à faire le 1er avril, mais tous les autres font partie du Freeride World Tour. Donc en fait, le Freeride World Tour pour nous, c'est un peu comme une fédération qui va gérer les athlètes, qui va définir les guidelines principales du sport, et puis après qui vont faire la sélection des athlètes principalement. Et puis c'est vrai que nous on a des événements qui sont vraiment entre les événements 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles jusqu'à la finale 4 étoiles, qui réunissent vraiment tout le monde. Et on a aussi des événements comme le backcountry, comme l'événement FI, et puis comme la Nanda Freeride Kids, qui sont des événements hors du circuit, qui sont plus là des événements un peu de prévention, plus pour un peu faire envie aux gens de participer. Concrètement, est-ce que vous payez une licence pour avoir ces fameuses initiales FWT ? Et puis, une question qui découle, vos relations avec la FIS, on en parlait tout à l'heure pour le ski alpin. La FIS a voulu mettre le grappin sur le freeride qui sonne un peu plus jeune comme ça. Oui, alors concrètement, donc, il y a effectivement des fees à payer par événement. Donc en fait, le World Tour va encaisser les inscriptions des athlètes et vont en fait déduire les fees qui sont propres à chaque événement. C'est-à-dire que les fees FEES, pour pas confondre avec la Fédération internationale de ski. Exactement, les frais d'organisation. Et puis là, ça va changer par rapport au nombre d'étoiles. Plus on a un événement qui est important, plus on a des guidelines, aussi des règles qui sont plus strictes, et puis plus on va payer. Et puis par contre, alors au niveau de la FIS, pour l'instant, c'est plutôt justement l'équipe du Freeride World Tour qui sont en contact avec eux. Et on est en train aussi de se rapprocher et puis de voir la manière dont ça va se dérouler. Ça sera probablement plutôt l'hiver prochain quand on va en voir un peu plus par rapport à la FIS. Yohan, on connaît quelques stars du freeride, mais ça reste un marché de niche. Et puis ce qui est difficile, et peut-être que les médias ont un rôle à jouer, c'est de vulgariser tout cela, parce que pour les non-initiés, c'est du charabia. Comment on analyse qu'une face a été mieux descendue qu'une autre, et comment on se retrouve dans toutes ces compétitions, dans tous ces niveaux de compétition. Alors j'invite tous les auditeurs à regarder les compétitions, parce qu'elles sont toutes diffusées sur les différents canaux, que ce soit celle du Freeride World Tour ou celle de la Nanda Freeride. Tout est très bien commenté. Bon, c'est en anglais, et après il y a vraiment un graphisme autour pour expliquer comment un athlète a réalisé un bon run, une bonne descente. Ça part par le choix de la ligne, par le contrôle sur les skis, par la fluidité, comment il gère ses figures, et tout est mis en œuvre pour comprendre au mieux la compétition. Moi je trouve que c'est très bien fait, puis chapeau à vous, organisateurs, et au Freeride World Tour de par l'image, parce que l'image, ça parle beaucoup, et surtout c'est un sport qui est impressionnant à regarder pour vraiment mettre en valeur votre discipline. Cyril Lanfranchi, il y a presque une dimension artistique, créatrice dans le freeride. Par contre, vous conviendrez que ça reste des fois peu lisible pour le grand public. En fait, ça, comme disait Yohan, il y a des critères, mais l'impression générale est le critère principal en fait. Les juges vont vraiment se baser sur une impression générale. Ils ont un petit peu un curseur entre 1 et 100, et puis c'est vraiment l'effet waouh en fait. On va vraiment essayer de catégoriser le run des athlètes, donc les descentes des athlètes en fonction vraiment de l'impression générale. Mais après, effectivement, ça se base sur des critères précis. Et puis après, oui, c'est très artistique dans le sens où ce qui fait la beauté du sport, c'est le côté free de freeride. Donc c'est vraiment, il y a un départ, il y a une arrivée, et puis au milieu, en fait, on peut tout faire. Et c'est ça, en fait, que les jeunes qui nous rejoignent, on a maintenant une académie d'afreeride avec plus de 60 athlètes, et il y a beaucoup d'athlètes du ski alpin qui viennent là, et c'est ça qu'ils apprécient, en fait, c'est qu'il n'y a pas de piquet, il n'y a pas de règles, et du coup, ils peuvent vraiment laisser aller leur créativité, et justement, c'est ça qui leur plaît, ouais.
Et quelle ambition pour la Nanda Freeride avec déjà 9 événements? Vous voulez en créer d'autres? Vous voulez encore grandir? Le Freeride World Tour avec les événements pro semble assez figé. Il n'y a pas de place pour Nanda là. Non, puis il y a apparemment une volonté de notre part d'en faire partie, même s'il y avait des discussions de temps en temps selon les montagnes. Ils imaginent de temps en temps faire ça sur le Mont Gon, parce que c'est vrai que c'est une montagne qui se prête très bien, la montagne de finale. Vous servez de solution de repli par contre. Exactement, ouais, tout à fait. D'ailleurs, l'année passée sur le Challenger, c'est des compétitions qui qualifient pour le Freeride World Tour. Sur les 3 événements qui ont eu lieu, il y en a 2 qui sont déroulés sur le Mont Gon, un organisé par nous puis un organisé par le World Tour, parce qu'ils ont dû se replier là. Mais sinon, nous, il n'y a pas vraiment d'ambition d'aller plus loin au niveau du Freeride World Tour. C'est plutôt l'ambition pour eux d'aller sur d'autres pays, sur d'autres stations. La station à côté, à Nanda, ça vaut pas vraiment la peine depuis Verbier. Par contre, nous, non, l'idée, c'est de continuer à développer cet événement comme on l'a toujours fait. Il y a un gros potentiel, je pense, sur l'événement Backcountry Invitational, où là, on a fait un live cette année, ça a vraiment bien fonctionné. L'événement se prête vraiment bien parce qu'on va construire des sauts, on va inviter les meilleurs riders, c'est très, très spectaculaire. Et là, on va vraiment essayer de développer cet événement-là plutôt que les autres événements du Freeride World Tour. Les prochains events là qu'il ne faut pas louper à Nanda, c'est la semaine prochaine ou celle d'après? Ouais, alors ce sera à partir de samedi. Là, on est content parce qu'on vient de faire le point avec notre guide de montagne. Là, ils annoncent des grosses chutes de neige. On a eu un call avec Météo Suisse à partir de... Enfin, toute la semaine, ça va neiger un petit peu. On attend 20 à 25 de cumul jusqu'à samedi, avec des chutes de neige, surtout jeudi, vendredi. Et là, ce sera la Nanda Freeride Junior, donc une compétition 3 étoiles. C'est le meilleur niveau pour les juniors. Ce sera samedi ou dimanche. Et puis après, toute la semaine, on aligne les compétitions avec une 2 étoiles qualifier, 3 étoiles et la finale 4 étoiles sur le Mont Gon qui sera le samedi 2 mars. Et vous avez parlé du Backcountry Invitational, ça c'est l'un des événements. Il y a aussi un vidéo contest, et ça pour côtoyer souvent des freeriders. Certains nous disent, nous on fait du freeride pour se faire connaître, mais ce qu'on veut c'est vivre du ski à travers la vidéo. Ça a pris une dimension incroyable quand même. Oui, alors c'est clair, maintenant de plus en plus les jeunes skient avec leur GoPro, ils font les montages, etc. Et c'est que c'est assez important parce que dans le freeride, il y a relativement peu d'argent. Donc pour aller chercher des sponsors, des partenaires, c'est bien de faire du contenu, c'est bien d'être fort en freeride, mais il faut aussi pas mal faire de contenu. Et le vidéo contest, c'est un peu ça l'idée, mais c'est aussi surtout le fait de faire un événement 1 étoile qui permette à tout le monde de rentrer, parce que c'est assez compliqué de rentrer sur les événements, que ce soit en junior ou en qualifier. Et 1 étoile, en fait, il n'y a pas de points minimaux à avoir. C'est vraiment les premiers arrivés, premiers servis. Et l'avantage, c'est aussi qu'il n'y a pas de public, donc c'est vraiment un caméraman qui filme depuis en bas, et c'est beaucoup plus simple d'accès, et c'est ça qui plaît aussi pour cet événement. Et puis pour voir les résultats finis, rendez-vous sur TikTok. Alors TikTok et surtout Instagram, nous on utilise pas mal quand même Instagram, un tout petit peu Facebook pour les parents des athlètes, mais et moi qui suis encore sur Facebook un petit peu, mais sinon c'est beaucoup Instagram, on n'est pas encore énormément sur TikTok. Très bien, ça nous aura permis d'y voir beaucoup plus clair sur la Nanda Freeride et sur ce monde du freeride. Merci beaucoup Johan Tachet d'être resté, merci beaucoup Cyril Lanfranchi d'être venu. C'est déjà la fin de cette émission, on sera de retour dimanche prochain avec quelques séquences souvenirs, un certain Sion IB en Coupe de Suisse. Merci Malena d'avoir été avec nous cette fin de journée, début de journée aussi je crois, et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente fin de dimanche, excellente semaine, et puis bon anniversaire Rhône FM, ça c'est pour demain. 18h15, 19h, le dimanche, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur Rhône FM.